Acheter ou louer, c'est sans doute l'une des plus grandes décisions financières qu'on ait à prendre dans une vie. Et c'est un choix qui est très souvent guidé par nos émotions, par des idées bien ancrées, et beaucoup moins par un calcul froid et rationnel. On a tous, et je dis bien tous, déjà entendu cette phrase. C'est presque un mantra en France. L'idée qu'il faut absolument être propriétaire, qu'on a tous une pierre dans le ventre. C'est une croyance culturelle extrêmement forte. Et pourtant, si cette phrase, qu'on nous répète depuis notre enfance, reposait en fait sur une énorme erreur de calcul. Si la réalité était, comme souvent, un peu plus complexe. Allez, on va regarder les chiffres de plus près. Alors, voilà le cœur du problème. Mettre face à face un loyer et une mensualité de crédit, eh bien ça n'a aucun sens. C'est comme comparer des pommes et des poires. Pourquoi? Parce qu'une partie de la mensualité de crédit, ce n'est pas une dépense. C'est en fait de l'épargne forcée. C'est le capital qu'on rembourse et ça construit du patrimoine. Donc, pour faire une comparaison qui tienne la route, il faut regarder ce qui est vraiment perdu chaque mois des deux côtés. Pour le locataire, c'est facile, c'est le loyer. Et pour le propriétaire, eh bien, ce sont tous les frais qui ne servent pas à rembourser le capital, les fameux coûts irrécupérables. Et vous allez voir que la liste de ces coûts côté propriétaire, elle est bien plus longue qu'on l'imagine. C'est un peu la partie immergée de l'iceberg de la propriété immobilière. On peut regrouper ces coûts en 4 grandes catégories. Il y a une grosse dépense au tout début, puis des frais qui reviennent tous les ans, et enfin, le coût le plus subtil, mais qui est en réalité le plus lourd de tous. On commence avec les frais de notaire. Si on achète dans l'ancien, il faut compter environ 8% du prix du bien. C'est une somme qui est, pour ainsi dire, perdue dès la signature. Elle ne reviendra jamais. Ensuite, il y a tout ce qui est entretien et travaux. Une chaudière qui lâche, une toiture à refaire. En général, on estime qu'il faut provisionner en moyenne 1% de la valeur du bien chaque année pour ça. Et attention, cet argent ne fait pas prendre de la valeur au bien, il sert juste à ce qu'il n'en perde pas. On n'oublie pas, bien sûr, la taxe foncière. C'est un impôt qui a tendance à augmenter et qui représente, là aussi, à peu près 1% de la valeur du bien chaque année. C'est une dépense pure, 100% irrécupérable. Et on arrive maintenant au morceau le plus costaud et celui qu'on oublie systématiquement, le coût du capital. Il se décompose en deux parties. D'un côté, les intérêts d'emprunt qu'on verse à la banque, et de l'autre, un coût bien plus sournois car il est invisible, le coût d'opportunité. L'idée est toute simple, l'argent de l'apport, une fois qu'il est bloqué dans les murs de la maison, eh bien il ne travaille plus. Il ne peut plus être investi, par exemple sur les marchés financiers, pour générer des rendements. C'est un vrai manque à gagner qu'il faut absolument intégrer dans le calcul. Pour bien visualiser, regardons les chiffres. Historiquement, la valorisation de l'immobilier en France, c'est autour de 3% par an. Le rendement des actions mondiales, c'est plutôt autour de 8%. L'écart entre les deux, eh bien c'est ça le coût d'opportunité. C'est énorme. Bon, alors comment on additionne tout ça sans sortir la calculatrice scientifique? Il existe une règle du pouce, une estimation très pratique qu'on appelle la règle des 5%. Elle dit que l'ensemble de ces coûts irrécupérables, la taxe foncière, l'entretien, le coût du capital, ça représente environ 5% de la valeur du bien chaque année. Du coup, le calcul devient un jeu d'enfant. On prend le prix total du logement, on multiplie par 0,05 pour avoir le coût annuel, et on divise par 12 pour avoir l'équivalent mensuel. C'est ce chiffre-là, et uniquement celui-là, qu'il faut comparer à un loyer. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Pour un bien qui vaut 300 000 €, ce fameux coût mensuel irrécupérable est de 1 250 €. Ce n'est pas la mensualité du crédit, non. C'est en quelque sorte le loyer du propriétaire. C'est l'argent qui s'envole tous les mois, sans jamais construire de patrimoine. Et là, arrive la question qui change tout. Que se passe-t-il si on peut louer un logement équivalent pour moins cher que ça? Disons 1 000 €. Cette différence, dans notre exemple, 250 € par mois, eh bien, elle ouvre la porte à une stratégie complètement différente. Cette stratégie, c'est celle du locataire investisseur. L'idée est de rester locataire, de profiter d'un loyer plus faible que les coûts de la propriété et d'investir de façon très disciplinée la différence chaque mois. Cet argent, au lieu de partir en frais divers, va travailler et construire un capital financier. On se retrouve donc avec deux philosophies patrimoniales qui s'opposent. D'un côté, le patrimoine immobilier. Un seul actif, pas facile à vendre rapidement et très dépendant du marché local. De l'autre, le patrimoine financier. De l'argent disponible, très diversifié sur des centaines d'entreprises dans le monde entier et donc bien plus flexible. Et le résultat, il est assez bluffant. Cette simulation sur 25 ans le montre bien. Un locataire investisseur qui s'y tient peut arriver à se constituer un capital financier qui est très très proche de la valeur finale du bien immobilier du propriétaire.
L'idée reçue que l'achat est la seule et unique voie royale pour s'enrichir est donc sérieusement à nuancer. Évidemment, la vie, ce n'est pas qu'un tableur Excel. Ce calcul purement mathématique doit être ajusté à chaque situation personnelle. Pour combien de temps on pense rester dans le logement? Comment se porte le marché immobilier là où on vit? Et surtout, la question clé, est-ce qu'on aura vraiment la discipline d'investir la différence chaque mois? Les projets de vie, le besoin de bouger ou au contraire de se poser, tout ça pèse énormément dans la balance. Finalement, la vraie question n'est peut-être pas acheter ou louer. Ce serait plutôt de se demander si le toit qu'on a au-dessus de la tête est un investissement qui nous tire vers le haut ou s'il devient un plafond qui, au contraire, limite la croissance de notre patrimoine global.